pas mal de critères. Et voilà, c'est pourquoi je vais me retirer de ce métier. Parce que d'abord, on commence à ne plus vivre de ce métier parce qu'on est trop exploité, on est trop piraté. Et au vu au connu de toute l'administration malienne, personne n'intervient, personne s'est approché des musiciens pour comprendre leurs problèmes. Et on n'a jamais été secouru. Et donc, on a peu de chances pour mourir en paix en tant que musicien dans ce pays. Je vais vous donner un exemple. Keletri Diabaté, quand Keletri, à la veille de sa mort, il était en train de se promener en ville pour chercher de l'argent pour acheter son médicament. Un géant comme Keletri Diabaté. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ce pays? Il a donné toute sa vie à ce pays. Et qu'à la fin de sa vie, qu'on le voit à 82 ans, se promener en ville pour chercher de l'argent pour acheter son médicament. Il devait être pris en charge, ce monsieur, parce qu'il a tout donné pour ce pays. Moi, j'ai peur de ce qui s'est passé dans la vie des musiciens. Si on regarde un Tidjara Koné, il joue la trompette, il joue la guitare, il joue toutes sortes d'instruments. C'est un maestro. Il a donné sa vie à ce pays. Il est mort dans des conditions déplorables. Prenons le cas de Tchacha. Il a amusé le monde. Quand il partait, tout le monde parlait de ce monsieur. Quand il est mort dans la merde. Mangala est mort dans la merde. Pour ne parler que de ceci, qu'est-ce qui nous encourage à rester dans ce métier? On a tout donné à ce pays, on est condamné à rester dans la merde après. Non, je crois que ça, c'est des faits qui ne m'encouragent pas à rester dedans. C'est dommage que les choses soient ainsi. Je retiens dans votre développement de tout à l'heure deux choses. La première, la perception que les gens ont du musicien et de l'artiste. Ça vous dérange vraiment, cette perception? Non, ça me dérange. Parce que moi, je vois une personne... Je veux vous énerver un peu, parce que vraiment, je ne vois pas une personnalité malienne qui vaut mieux qu'un musicien. Ce pays, il était dans le trou. Hein. Il n'est pas connu. Hein. Personne ne connaît ce pays. Salif aujourd'hui est l'un des plus grands ambassadeurs du Mali. Oui, mais moi je ne suis pas le seul. Hein. Ouais, c'est tous les musiciens. Ouais. Si, dans tout le monde entier, il y a des festivals partout dans tout le monde entier. Si sur la liste des musiciens, s'il n'y a pas de musiciens maliens, c'est 3. C'est le pétrole du Mali, la culture malienne. Et les musiciens maliens et ce qu'ils ont fait pour ce pays. Mais ils n'ont jamais été reconnus en tant que tels. Et tout ce que l'administration a fait généralement, c'est quoi? Les diviser, essayer de les diviser pour qu'ils se séparent, pour qu'ils ne s'entendent jamais, pour tomber d'accord. Et ils tirent des gens par là, on lui donne ça, ils tirent des gens par là, ils lui donnent ça. Et les gens qui sont censés sauver la vie des musiciens, on dit il ne faut pas les toucher, ils ont été marginalisés. On a tout fait pour qu'ils se séparent, pour qu'ils ne luttent pas pour leur cause. Et ça, non plus, ce n'était pas bien du tout. La deuxième chose, c'était la piraterie. On est un peu étonné que même un Salif Kerim de la piraterie, vous n'avez pas trouvé de parade, vous? Non. Je dis, qu'est-ce qui peut aider les musiciens à lutter contre la piraterie? C'est la gendarmerie, la police, la douane. Et c'est l'État. Ils font partie de l'État, du pouvoir de l'État. Dès qu'il y a eu la démocratie, les pirates sont devenus des électeurs. Donc, les politiciens ont eu peur de soutenir la lutte contre la piraterie parce qu'ils vont perdre des électeurs. Et les musiciens se sont retrouvés seuls, malgré qu'il y ait eu des lois pour lutter contre la piraterie. Et cette loi est restée sans défenseur. Et donc, les musiciens se sont retrouvés sur une place vide, seuls. Vous voulez une loi aujourd'hui? Ben ouais, on aimerait bien qu'il y ait une loi. L'application de l'ancienne. On aimerait bien qu'il y ait une autre loi. Mais c'est du vol. C'est du vol. Et quelqu'un qui fabrique des faux billets, est-ce qu'il est pardonné? Faux usage de faux, ça fait partie. Mais c'est simple. Malgré tout ce dont on vient de parler, est-ce qu'il est envisageable quand même que Salif arrête la musique? La musique, on s'imagine, c'est toute votre vie. Oui. Mais arrêter totalement?
Bon, il y a un proverbe qui dit que quel que soit l'âge d'un sac de piment, il y a toujours une quantité suffisante pour faire éternuer quelqu'un. Ça veut dire que vous continuerez un peu quand même. Non, j'aurai toujours ma guitare à côté de moi parce qu'elle fait partie de moi. Elle fait partie de ma vie. Mais vivre de musique, peut-être que je ferai des concerts par-ci, par-là, c'est possible. Quand je me retrouve à la dèche et que je n'ai pas de solution, je ferai des sorties. Mais tout ce que j'ai énuméré comme problème qui entoure la profession d'artiste, vraiment, ça ne m'encourage pas à y rester. Où est-ce que vous avez préparé votre reconversion en ce moment? Quand je venais dans la musique, je n'avais rien préparé. J'ai toujours compté sur Dieu. Je suis très, très, très croyant au fond de moi. Quand je commençais ma vie ici, j'ai passé des moments très difficiles. Il m'a sorti de là. Et si je veux abandonner ce métier, il va m'aider. Si ce n'est pas la fin de ma vie, il va toujours me montrer le chemin pour faire. Mais l'homme propose, Dieu dispose, c'est pourquoi je parle comme ça. Mais je suis fils de cultivateur. J'adore l'agriculture. Non seulement je vais manger ce que je vais cultiver, je vais en vendre et je vais donner à manger à certaines personnes qui n'ont pas les moyens. Et ça aussi, c'est une belle vie. Vous voulez retourner au champ? Oui, j'aimerais bien. Mais c'est ce qui m'a toujours tenté. J'ai acheté quelques bouts de terrain, dans certains endroits que je vais exploiter. Vous avez été tenté un moment aussi par la politique. Vous vous êtes essayé aux législatives, si je ne m'abuse. Vos ambitions politiques, elles demeurent. Vous comptez faire de la politique active un jour quand même? Bon, faire de la politique pour moi, c'est prouver qu'on aime son pays. Parce que faire de la politique, c'est-à-dire tu veux être désigné pour défendre les intérêts de ton pays. Je crois que c'est légitime. Le jour où on m'encouragera ou bien j'aurai la possibilité d'en faire, pourquoi pas? Ce que j'ai peur, c'est que c'est un métier qui est très différent de la musique. Dans la musique, tout n'est pas permis. Si tu n'aimes pas la musique, tu ne peux pas la faire. Mais la politique, j'ai remarqué que les gens qui ont le franc-parler et les gens qui aiment leur pays n'ont pas leur place. Vous avez votre franc-parler, en tout cas en musique. Ben, ouais, justement. Vous croyez que Là, c'est beaucoup plus facile parce que je suis habitué à ça. Je peux pas. C'est peut-être un défaut pour un politicien? Pour un politicien. Bon, ça va être un peu difficile pour moi. Comme ça, si vraiment on n'arrive pas. Mais j'aime mon pays. Mais je crois que j'ai une place dans la politique. Vous aimez bien votre pays et votre pays traverse aujourd'hui une situation difficile avec la crise au nord, la crise institutionnelle au sud. Un mot d'abord de cette crise au nord où les populations sont brimées. On parle d'application sauvage de la charia. On ne peut même pas écouter la musique que Salif Keita fait. Je commence par souhaiter qu'il y ait un jour une solution pour la crise. C'est le vouloir de tout le monde, de tout le peuple malien. On ne veut pas que ça dure, on ne veut pas que ça s'éternise. Mais ça, c'est une faiblesse de la politique, d'abord. Parce qu'ils ont voulu rester en Algérie, on ne les a pas reçus. Ils ont voulu partir au Burkina, on n'a pas reçu. Au Niger, personne ne les a laissés rentrer. On ne laisse pas des fauves rentrer dans sa famille pour détruire sa famille. Et si on est indifférent à ça, c'est qu'on n'aime pas sa famille. C'est qu'on n'aime pas sa famille. Donc, moi, je dirais tout simplement qu'il faut que ce problème soit réglé. Parce que ce problème ne concerne pas le Mali seulement. C'est toute la sous-région. C'est des gens qui sont habitués à la violence, qui ne sont même pas des musulmans. Parce que quand on est musulman, on ne viole pas les femmes d'autrui, on ne viole pas les enfants, on ne les tue pas, on ne les maltraite pas. Parce que Dieu n'est pas le créateur qui déteste ce qu'il a créé. Et celui qui vient, qui déteste et qui tue ce que Dieu a créé, n'est pas un ami de Dieu. Donc, c'est simple. Comment en sortir aujourd'hui? Pour négocier, prendre les armes? Oui.
Oui, parce que moi je crois que en tant qu'artiste, prendre les âmes, c'est pas un langage très trop artistique, mais si vous voyez que depuis l'indépendance, que ce problème persiste, qu'on n'a jamais trouvé de solution, parce que le pouvoir malien a toujours été indulgent et négligent. Et cette fois-ci, la seule solution, quand il y a un vagabond en face qui est armé et qui veut te tuer, mais tu te défends. Il ne faut pas dire que tu vas dialoguer. Je crois qu'il faut faire la guerre et puis dialoguer après. La crise du Nord est doublée d'une crise institutionnelle ici au Sud. Alors, comment dirais-je, qu'est-ce que cela vous inspire, la crise institutionnelle au Sud? Ça, c'est une malchance. Parce que quand les deux tiers du pays sont occupés et qu'on se fait toujours la guerre pour le tiers qui reste, eh ben, c'est qu'on n'est pas trop responsable. C'est la solution du Nord. Après, si on a envie de se tirailler ou bien de lutter pour le pouvoir, pour le bien, lutter pour le pouvoir, s'il y a des gens honnêtes, des gens qui aiment le pays et qui veulent que ce pays s'en sorte, s'ils luttent font une lutte pour être à la tête de l'État, c'est légitime. Mais quand il y a des gens qui n'aiment pas le pays et qui luttent pour être patron du pays, je dis, Dieu va les sanctionner. On revient à vous, Salif, pour parler, comment dirais-je, de votre quotidien. Quand vous êtes à Bamako, vous faites quoi? Quand je suis à Bamako, je m'occupe de ce que j'ai investi, peut-être j'ai essayé de faire et surtout je m'occupe des albinos parce que j'ai vécu avec ça et c'était pas du tout agréable et donc je n'aimerais pas que les autres traversent les problèmes que j'ai rencontrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille pour perpétrer l'héritage de Salif Keïta? Non, je ne veux pas. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un métier à part entière. Non, non. Ce qui fait peur ici, il faut que j'en parle. Ils sont en train de mettre la religion dans la politique. Et si jamais un jour ce pays devient un pays islamique, c'est fini pour les musiciens. C'est fini. Les grandes nations qui se sont développées se sont défaites de ce côté. Et on est en train d'amener ça pour compliquer encore notre vie. C'est pourquoi vous ne voulez pas que votre descendance fasse de la musique? Oui. Non. J'ai entendu la petite chanter dans l'album avec vous. Elle aura peut-être envie de faire de la musique? Bon, j'ai fait ça pour qu'elle ne s'ennuie pas, parce qu'elle n'est pas comme les autres. Et je ne veux pas que un jour qu'elle se voit isolée. Elle peut attraper le virus entre guillemets, comme vous. Bah, si elle attrape, ce serait pas ma faute, c'est peut-être sa propre décision. Parlons un peu de votre action en faveur des albinos. Parlons d'abord de votre parcours. Est-ce que votre parcours, ce que vous avez réussi à faire, a changé selon vous un peu le regard sur l'albinos? J'espère que, je crois que ça a changé. Parce qu'avant, les albinos ne se voyaient pas, ne se rencontraient pas. Ils avaient même peur de s'approcher. Et ils avaient peur de sortir. Parce qu'ils étaient humiliés partout. Quand on est venu, on a mis le problème au colline de tout le monde. Ils ont commencé à se fréquenter parce que moi, je leur ai dit que se fuir n'est pas une solution. Il faut que vous vous rassemblez pour lutter pour votre cause commune. Donc, ils ont commencé à se fréquenter et à tisser une amitié entre eux. Et ça m'a plu. Et ça, vraiment, ça m'a plu. C'est tombé sur des moments où il y a eu des crimes dans d'autres pays, où on les a sacrifiés. Ils se sont mis à vendre des parties d'albinos, des parties des corps humains d'albinos. Et ils ont vu, et tout le monde a parlé de ça. Donc, tout de suite, les albinos ont commencé à se concerter, à se rencontrer, à créer des associations. Ça a vraiment changé et ça, j'en suis fier. Et vous avez créé la fondation que dirige donc votre épouse. Oui. En quoi est-ce qu'elle a pu contribuer un peu à améliorer les conditions? Tous les papiers que je devais avoir, qui devaient me permettre à démarcher des gens pour aider la fondation, je ne les ai pas eu, on me les a coupés. On m'a empêché de les avoir. Et comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui? On a un ami, Jacques Rocher, qui nous a vendu toujours des tubes pour les enfants. Et on a des amis à la personne de Hervé Berthaud, qui est un Français
et qui est à Rennes et qui a des amis qui nous envoient des crèmes. Et on est souvent aidé par des gens qui nous donnent des sous pour acheter des crèmes pour les enfants. C'est tout ce qu'on a. On n'a aucune possibilité légitime, administrativement, de demander de l'aide à quelqu'un. Parce qu'on nous a toujours empêché d'avoir ça. Donc le combat en faveur des albinos, il n'est pas gagné d'avance. Il n'est pas gagné d'avance, surtout qu'un individu ne peut rien contre l'État. On va terminer par un message que vous pouvez adresser à qui vous voulez. L'exemple que j'ai eu dans le monde entier, j'ai remarqué qu'il ne faut jamais essayer de se venger. Et il ne faut jamais essayer de faire ce que tu n'aimes pas, ce qui n'a pas dans le cœur. Et je dirais enfin que tout le monde se mette à prier pour ce pays, ce grand pays, vraiment, pour qu'il se retrouve un jour, qu'il retrouve sa dignité et son intégrité territoriale. Merci Salif Keita d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci mesdames, messieurs d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut bien.